Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, monsieur. Monsieur le ministre, nous commençons d'abord par cette maladie mystérieuse qui touche des pêcheurs sénégalais. L'actualité, en tout cas, à travers ce qui sort dans la presse, l'origine serait toxique. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci beaucoup, Aram. Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence Macky Sall, président de la République, qui vient de me renouveler sa confiance en me reconduisant à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous remercier également pour cette invitation. Concernant la maladie, comme vous l'avez si bien dit, qui s'est déclarée il y a de cela quelques jours, je pense que les équipes du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les équipes du ministère en charge de la pêche et les équipes du ministère de l'Environnement et du Développement durable sont depuis à pied d'œuvre pour déterminer avec exactitude les causes de cette maladie. Les premiers prélèvements réalisés par les équipes du ministère en charge de la santé ont indiqué clairement que cette maladie n'est pas d'origine virale. C'est la raison pour laquelle hier, sous la coordination du gouverneur de la région de Dakar, l'équipe technique de la direction de l'environnement et des établissements classés, accompagnée de la brigade de l'environnement et les éléments du laboratoire CRS Lotus Tox, qui devaient faire les prélèvements en mer, précisément à 8 km du village de Ndayan. Les prélèvements ont été réalisés. Nous attendons les résultats de ces prélèvements, qui sont au nombre de 10. 2 prélèvements concernent les poissons, 4 prélèvements concernent l'eau de mer et 4 autres prélèvements concernent les algues. Aujourd'hui, nous avons quand même une certaine... nous pensons qu'aujourd'hui, cette maladie peut être d'origine algale. Mais c'est des informations qui vont être confirmées ou infirmées par les résultats du laboratoire qui est en train aujourd'hui de travailler, qui va nous livrer dans les prochaines heures les résultats. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une délimitation qui a été effectuée en mer pour que au moins cette zone ne puisse pas être fréquentée par les pêcheurs, pour ce qui est de votre département? Vous savez, l'intervention en mer est quand même extrêmement difficile, compte tenu du fait qu'en milieu marin, les choses sont tellement dynamiques. Pour circonscrire une pollution, il est extrêmement difficile de le faire. Et d'ailleurs, quand on fait des prélèvements, si on ne le fait pas de manière instantanée, il y a de fortes chances avec les courants que les choses se déplacent. Mais je pense qu'avec l'aide des pêcheurs, nous avons pu indiquer la zone qui était concernée, la zone de provenance des pêcheurs qui ont été concernés. Nous connaissons déjà la zone et nous avons lancé une alerte en direction des pêcheurs pour leur demander, en attendant qu'on soit fixé sur les analyses qui sont en train d'être faites, de surseoir aux sorties en mer en attendant. Alors, monsieur le ministre, où en est-on exactement par rapport à la protection de l'environnement? C'est vrai que cette maladie, selon les premières déclarations qui ont été faites, provient de la mer. Mais est-ce qu'au niveau, par exemple, de la protection de l'environnement marin plutôt, est-ce que des dispositions particulières sont prises, puisque nous constatons tous qu'il y a une certaine pollution qui est constatée le long du littoral sénégalais? Vous savez, la pollution, elle est réelle, parfois du fait de la présence des bateaux qui font échapper parfois des hydrocarbures. Je pense qu'à chaque fois que nous avons été au courant d'une pollution quelconque, nos équipes se sont déportées pour pouvoir traiter, mais également pour pouvoir faire des analyses nécessaires afin de prendre cette question en charge de manière efficace. Peut-on aujourd'hui mettre de côté l'hypothèse selon laquelle des bateaux étrangers auraient pu déverser des produits toxiques en mer? Pour l'instant, on ne peut pas partir de l'hypothèse que c'est des produits toxiques qui ont été déversés par des bateaux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats des prélèvements nous indiqueront exactement quelle est la substance qui a provoqué cette éruption cutanée
et qui est responsable de cette maladie. Au niveau des marchés, cher Tidiane, beaucoup commencent maintenant à se ruer vers la charcuterie. Est-ce qu'on doit manger du poisson, monsieur le ministre? Oui, il faut manger du poisson, continuer de manger du poisson. Et d'ailleurs, c'est l'assurance qui nous a été donnée ce matin par le ministre en charge de la pêche, avec qui nous étions ce matin à Thiaroye, à Mbao et à Rufisque, pour voir l'état de santé des personnes qui étaient concernées. Je signale que leur état de santé est en train de s'améliorer de manière considérable. Il y a d'ailleurs certains qui ont commencé à regagner leur domicile. Et je signale également que nous n'avons pas constaté de contamination à travers les personnes qui sont concernées. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau des quais de pêche, les dispositions sont prises par le ministre en charge de la pêche pour faire des contrôles systématiques sur les prises, de sorte qu'il n'y ait pas de risque de contamination, que de risque que les Sénégalais puissent consommer du poisson contaminé. Je pense que sur ce point-là, il ne faut pas qu'il y ait cette psychose autour de la question du poisson. Je pense qu'il va falloir continuer à consommer le poisson jusqu'à ce que on ait une indication, comment dirais-je, contraire à cela. Alors, il y a quelques jours sur la TFM, on a montré des images de poissons morts du côté de Mbao, la baie de Hann, dont vous êtes aussi le maire. Des prélèvements ont été effectués. Où en sommes-nous exactement par rapport aux résultats? Je ne suis pas le maire de Mbao. Je suis le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je voudrais également signaler à ce niveau également, quand nous avons été informés de cette mortalité massive de mulets, nous avons envoyé une équipe de la direction de l'environnement et des établissements classés, accompagnée des éléments d'un laboratoire pour procéder à des prélèvements. Je dois d'abord signaler, avant de donner les résultats de ces prélèvements, deux choses. La première, nous avons constaté tout le long du cours de ce marigot-là des branchements clandestins qui déversent des eaux usées provenant des concessions riveraines. La deuxième chose, c'est que la présence de ces mulets dans le marigot de Mbao intrigue quand même les observateurs les plus avertis. Parce que, comme vous le savez, les mulets, c'est une espèce pélagique qui vit dans l'eau salée et dans l'eau et saumâtre. Donc le fait que ces pélagiques se retrouvent en quantité importante dans le marigot, quand même, c'est une question qu'on peut se poser. Mais les résultats de l'analyse nous sont parvenus. Nous avons remarqué la présence de substances toxiques. Nous avons également remarqué la présence de substances nocives qui ne sont pas quand même des substances compatibles à la vie des espèces en milieu aquatique. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'une des causes de ces mortalités peut être liée à la toxicité de l'eau, au manque d'oxygène, bien sûr, mais également à la présence de substances nocives que nous avons retrouvées dans les échantillons qui ont été testés. Est-ce que des sanctions sont prévues pour ceux déjà qui procèdent à des branchements clandestins au niveau de ce marigot, mais également les produits toxiques, les personnes qui les déversent sur ce site? Si jamais nous mettons la main sur les personnes qui déversent les produits toxiques, quel que soit le lieu, je pense que ça c'est puni par la loi. Sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, nous allons travailler avec les services de la mairie, bien sûr, mais également avec les services de la protection civile pour faire en sorte que les branchements clandestins qui sont faits le long du fleuve, du marigot de Mbao soient enlevés. Alors, monsieur le ministre, est-ce que nos côtes sont bien protégées? Et si j'en parle, je fais référence, disons, à l'histoire de Probokawala, c'était en Côte d'Ivoire. On a vu que cela aussi a eu à faire beaucoup de morts. Et récemment, en île Maurice aussi, des bateaux étrangers qui ont eu à déverser, disons, des produits toxiques qui ont pollué, disons, la mer. Est-ce qu'au Sénégal, actuellement, on a, disons, les capacités pour pouvoir, en tout cas, protéger nos côtes? Oui, je dis bien que nos côtes sont bien protégées. Nos côtes sont bien protégées, d'une part, par les services du ministère de la Pêche qui veillent
sur la présence des bateaux de pêche, mais également par les autres services des forces de défense et de sécurité qui veillent sur nos côtes, mais également qui veillent sur tout ce qui peut impacter notre environnement. Comment se fait ce contrôle sur le terrain? Ce contrôle se fait par des missions en mer qui sont régulièrement effectuées par les éléments dont j'ai parlé tantôt, qui, à chaque fois qu'ils constatent une situation anormale, procèdent à des contrôles de vérification pour se fixer par rapport à la présence de ces navires ou de ces bateaux dans les eaux territoires du Sénégal. Autre chose, avant d'en venir au feu de brousse, une campagne a été lancée pour lutter contre les sachets en plastique, mais on voit qu'il y en a encore qui circulent dans le marché. Que se passe-t-il? Est-ce que ce sont encore des stocks qui rentrent dans le pays ou il n'y a pas suffisamment de pression derrière ceux qui les importent ou qui les font entrer dans ce pays? Je pense que la pression, elle est visible, elle est réelle. Je pense que c'est la loi qui interdit l'usage des sachets plastiques sur l'étendue du territoire national. Cette loi est entrée en vigueur depuis le 20 août dernier. C'est la raison pour laquelle nos services sont tout le temps sur le terrain accompagnés des forces de défense et de sécurité pour faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, nous avons déjà au total au ministère de l'Environnement et du Développement durable stocké près de 60 tonnes de produits plastiques saisis, sans compter ce qui est actuellement au niveau des services des douanes. Mais je dois dire que la lutte, elle continue et je pense que je donne un délai d'ici 6 mois, 7 mois. On verra que le Sénégal est en train de se débarrasser de manière irréversible de ces polluants qui aujourd'hui handicapent ou impactent négativement sur notre économie, que ce soit sur la pêche, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur notre environnement immédiat en termes de pollution visuelle. La deuxième chose que je voudrais dire, depuis que nous avons commencé les saisies, nous nous limitons simplement à des saisies. Mais depuis la semaine dernière, des instructions précises ont été données à l'ensemble des services, maintenant de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, à chaque fois qu'on saisit, il faut toucher la poche par des amendes, mais également, dans les jours à venir, nous allons mettre ces contrevenants entre les mains du procureur de la République. Des amendes qui varient de combien? De 50 jusqu'à 100 000 jusqu'à 5 millions. Ça dépend de la gravité de la faute. Et que propose le ministère de l'Environnement comme alternative, puisqu'il y aura plus de sachets et que, bien entendu, beaucoup de personnes ont l'habitude de les utiliser pour faire des courses ou autre? Vous savez, des pays ont réussi à lutter efficacement contre le péril plastique. Je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne doit pas réussir à lutter contre ce péril plastique qui impacte d'ailleurs négativement nos côtes, qui impacte les eaux, qui impacte nos mers. Je pense également que les solutions alternatives sont en train d'être trouvées. Et je pense que vous observez dans les grandes surfaces aujourd'hui qu'on utilise de moins en moins de sachets plastiques sortis de caisse. Ce qu'on utilise, c'est du papier craft. Je pense que tous les Sénégalais peuvent le constater. Et progressivement, les gens viennent nous voir régulièrement pour nous dire qu'ils sont dans les dispositions de travailler. Bon, la Covid quand même n'est pas de nature à faciliter les choses, mais les Sénégalais sont en train de travailler sur ce créneau pour mettre à la disposition, soit par l'importation, soit par la production locale, les sachets capables de remplacer ces sachets plastiques. Et pour les sachets d'eau, Cheikh Tidiane, avant de vous laisser pousser, parce qu'il y a un collectif qui s'est constitué pour dire qu'il voudrait avoir la possibilité de pouvoir trouver le temps pour mettre en pratique une solution alternative pour pouvoir exercer leur métier. Est-ce qu'il y a eu un consensus qui a été trouvé avec le collectif en question? Vous savez, les Sénégalais ont eu quand même suffisamment de temps parce que la première loi date de 2015. Depuis lors, ils savent que l'usage d'un certain nombre de produits plastiques à faible micronage était quand même interdit. Et nous avons proposé une loi pour venir renforcer la lutte contre ce fléau que je qualifie de péril plastique. Maintenant,
nous avons discuté avec l'ensemble des parties intéressées. Je pense également le mois d'août devait coïncider un peu au début du mois de Ramadan. Nous avions proposé de ne pas appliquer tout de suite la loi concernant les sachets plastiques, les sachets d'eau, pour la simple et bonne raison. La période de Ramadan était une période particulière pour les Sénégalais. Donc, décider d'un seul coup de ne pas rendre disponible ce produit au niveau des ménages poserait un autre problème social. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, et compte tenu du fait qu'il y avait la Covid, nous avons dit on va laisser ceux qui sont dans le créneau des sachets d'eau continuer l'activité. Mais je dois signaler, dès la fin de la pandémie, nous allons interdire systématiquement la production et la commercialisation des sachets d'eau sur l'étendue du territoire national. Alors, pour en revenir au cas du Marigot de Mbao, qu'en est-il exactement de l'enquête? Puisque là, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais on aimerait juste savoir quels sont les produits toxiques qui ont été incriminés exactement. Et puis l'autre question est relative à l'accident de l'île de Serpent. On se souvient donc que cela fait un peu plus d'un an quand même. Alors, quels sont les rapports de l'accident? Pour en revenir un peu à l'accident produit au niveau du PNIM, c'est-à-dire l'île de, communément appelée l'île de Serpent. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reprendre les activités. Mais il faut comprendre que le rôle ou la mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable n'est pas de transporter les touristes. Nous étions dans le transport des touristes en rapport bien sûr avec la collectivité des pêcheurs, des riverains de cette île. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il va falloir confier la charge de la gestion de ce transport, dont nous ne sommes pas des spécialistes, à un privé, et nous sommes en train de travailler sur des cahiers de charges pour choisir un privé capable de prendre en charge le transport, et nous on s'occupera uniquement de la surveillance et de la protection de ce patrimoine. Alors là, aucune avancée par rapport, disons, aux enquêtes qui ont été commanditées? Bien sûr, pour ce qui concerne les enquêtes que nous avions commanditées, nous avons eu les résultats et des dispositions ont été prises. Nous avons eu des recommandations du chef de l'État sur ce sujet et nous sommes en train de mettre en application ces recommandations. Vous avez vu qu'il y a récemment l'installation d'une caserne de sapeurs-pompiers dans le site. Aujourd'hui, le site abrite une unité des sapeurs-pompiers qui peuvent à tout moment être mobilisés pour faire face à des situations telles que nous avons vécues dans le passé. L'autre élément, je pense que nous allons être beaucoup plus attentifs aux alertes des météos. Ce n'était pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train de nous réorganiser, beaucoup mieux nous réorganiser, quand nous allons céder la partie dont nous ne sommes pas spécialistes, c'est la partie transport de touristes. Nous allons nous concentrer sur notre élément, c'est-à-dire la protection, bien sûr, de cette île, qui est quand même un patrimoine important, qui est un parc national. Alors, les produits incriminés par rapport au cas du Marigot de Mbao? Je ne peux pas vous dire exactement, parce que nous avons constaté quand même un pH entre 8,2 aux alentours de 8,9. Nous avons constaté également un faible niveau d'oxygène au niveau du marigot. Nous avons constaté également d'autres produits dont je ne vous révélerai pas tout de suite de manière précise les composantes, mais nous savons qu'il y a des produits toxiques qui ont eu raison sur la vie de ces mules. On s'intéresse au feu de brousse. Vous étiez au ranch de Doli. On a vu que vous avez fait un déplacement sur le site pour procéder au lancement des pare-feux. 3 jours plus tard, un incendie s'est déclaré sur le site et a ravagé 500 hectares. Que se passe-t-il? Des incendies. Je dois dire que, comme vous le savez, notre pays, le Sénégal, a connu quand même un hivernage particulièrement pluvieux cette année. Ce qui s'est traduit par la formation d'un tapis herbacé conséquent. Les études qui ont été faites et nous ont révélé à travers notre structure qui s'occupe de veiller sur la surveillance de ce tapis herbacé,
nous a donné des éléments tels que la quantité de matières chères que nous avons aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Vous savez, les informations que nous avons reçues du centre de suivi écologique qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable indiquent que nous avons 3 zones d'importance au Sénégal. Dans la première zone, nous avons entre 500 et 1500 matières chères, 1500 kg de matières chères à l'hectare. La deuxième zone, nous avons entre 1500 et 3500 kg de matières chères à l'hectare. La troisième zone, nous avons aux environs de 5000 kg de matières chères à l'hectare. Cela veut dire que le Sénégal aujourd'hui est un grenier inestimable Est-ce qu'on a suffisamment de pare-feu? De fourrage, j'en viens au pare-feu, est un grenier inestimable de fourrage que nous avons l'obligation de préserver parce que cette économie basée sur l'élevage en dépend. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, depuis la fin de l'hivernage, nous avons mis nos équipes en état d'alerte et nous avons prépositionné tout ce que nous disposions comme unité d'intervention dans les endroits névralgiques, dans les endroits sensibles, tels que le ranch de Doli, les citernes, les unités légères, les gradeurs pour réaliser des pare-feux. Nous en avons réalisé aujourd'hui une bonne partie. Nous avons une bonne partie du ranch de Doli est quand même traversée par des pare-feux qui ont été soit réhabilités, soit ouverts. Je dois dire que depuis le début de l'hivernage, nous avons enregistré 89 feux de brousse qui ont ravagé près de 8908 hectares. La particularité, la semaine du 10 au 16, nous avons connu une recrudescence des feux. Et d'ailleurs, vous parlez des feux qui sont intervenus dans le ranch de Doli. En moins de 24 heures, le samedi, dimanche, lundi, nous avons connu presque 6 feux de brousse qui ont ravagé près de 809 hectares. Et je pense que nous allons davantage continuer à mutualiser nos efforts, mais je dois également dire que nous saluons l'implication des populations qui sont là à chaque fois que des feux se déclenchent et pour donner main forte, pour nous apporter leur appui, pour faire face à ces situations qui sont des situations, comme vous le savez, des situations imprévisibles et parfois d'intensité qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Donc, compte tenu aujourd'hui de l'importance de cette matière chère, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis en alerte l'ensemble de nos équipes. Mais est-ce que, disons, disposer juste de camions citernes ou peut-être de pare-feu peut être suffisant pour, en tout cas, endiguer, disons, ce phénomène au vu de l'étendue, disons, des flammes, par exemple? Est-ce qu'il y a des avions, peut-être, qui Vous savez, on n'a jamais suffisamment de moyens pour lutter contre les feux de brousse. Les feux de brousse, on en a partout dans le monde, en Europe, en Amérique, dans l'Amazonie, dans les forêts de l'Amazonie, où parfois il y a des feux extrêmement violents qui nécessitent parfois la mobilisation de moyens aériens pour venir à bout de ces feux. Aujourd'hui, Dieu merci, nous n'avons pas connu au Sénégal des feux de cette ampleur-là, mais aujourd'hui nous avons mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, prépositionné des moyens dont nous disposons pour faire face à chaque fois que de besoin à ces feux de brousse qui peuvent se déclencher un peu partout dans le monde. Mais également, les pare-feux sont quand même un élément qui participe à la lutte contre les feux de brousse. Mais également, il y a les feux précoces. Vous savez, dans les régions de Tambacounda, les régions de Kédougou, les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, parfois, bien sûr, on déclenche des feux précoces pour diminuer un peu cette matière sèche et pour prévenir éventuellement des feux de brousse. Monsieur le ministre, on termine par l'affaire des oryx. On ne peut pas vous avoir comme ministre de l'Environnement sur le plateau et ne pas aborder la suite qui a été donnée à ce dossier. Mais je pense que aussi la logique voudrait que quand on nous envoie un protocole d'interview par courtoisie, qu'on respecte ce protocole d'interview. Mais je ne fuirai jamais cette question, qui me semble être une question importante, qui a été traitée avec beaucoup d'émotion. Je pense qu'il y a plus d'émotion sur cette question que d'autres choses. Je pense en avoir dit suffisamment, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, les organisations comme la société civile
je pense, avait annoncé en grande pompe à la presse pour dire qu'ils vont saisir l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, pour se plaindre par rapport à l'utilisation de ces oryx. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la réponse de l'UICN, dont nous sommes ampliataires, n'a pas fait l'objet de communication. Si le Forum civil avait communiqué sur la réponse de l'UICN, on aurait clôturé le débat depuis très longtemps. Parce que l'UICN dit de manière formelle qu'il n'y a pas d'irrégularité dans ce qui a été fait. Tout ce que nous avons fait a été fait dans les règles de l'art et a été fait dans le sens de protéger cette espèce en diversifiant les lieux où on doit les mettre. Et profite de cette occasion pour inviter tous les Sénégalais qui sont dans les dispositions de nous aider à protéger ces espèces à travers des endroits privés qu'ils peuvent les amener. Et je pense que nous sommes preneurs. Aujourd'hui, nous avons signé beaucoup de protocoles avec des privés. Cette question, je suis très à l'aise là-dessus pour la simple et bonne raison. Les gens parlent de conflits d'intérêts. Je signale qu'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je ne me reproche absolument rien. C'est la raison pour laquelle je dois dire encore une fois qu'un ministre de l'Environnement ne peut pas souhaiter la mort d'une souris, à plus forte raison une antilope. Ce qui est arrivé est un accident qui arrive à chaque fois qu'on fait des translocations d'animaux d'un endroit à un autre, et ce n'est pas la première fois, et je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Peut-être un meilleur culpable. Merci beaucoup. Je pense que je suis suffisamment intervenu sur cette question, et je suis très à l'aise par rapport à ça, et il y a eu plus d'émotion qu'autre chose, ou plus de politique politicienne autour de la question, qui a fait qu'on en a profité pour l'amplifier. Mais je pense que le ministre de l'Environnement que je suis a la claire conscience de sa mission de conservation de notre biodiversité, qu'elle soit végétale et animale. Merci beaucoup, Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pierre Da Silva a certainement tiré mes oreilles parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne, et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, Der et son équipe dans Jakaarlo Bi. On se donne rendez-vous lundi à la même heure. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.